Merci du coup, Aymeric, de nous prêter ton savoir pendant cette heure-ci. Effectivement, le sujet, c'était de vous amener une question autour de l'environnement. On en parle pas mal en ce moment. C'est des sujets qui reviennent assez souvent, qui font partie des entreprises, notamment avec les enjeux autour du CSE, de la RSE, etc. Donc, Timothée, tu t'es gentiment proposé de faire un point pendant une petite heure sur les obligations qu'on peut avoir en tant qu'RH et comprendre le fonctionnement. Je vais te laisser te présenter et puis dérouler. Puis moi, je Oui, vais relayer toutes les questions et autres. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre aussi la parole si vous avez des questions, à interagir, à intervenir. Il n'y a aucun souci, c'est aussi fait pour ça. Et il y a Elodie qui nous rejoint, donc peut-être attendre juste le temps qu'elle puisse se connecter aussi. Voilà, donc tu peux y aller. marche. Pas de problème. OK. Bonjour à tous. Moi, je vais me présenter. Alors, je retrouve mon support. Donc, Aymeric d'Alençon, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé en social. Donc, j'interviens, alors comme vous, bon, sur la partie juridique, euh, mais en RH, on va dire, auprès de mes clients. Sur toutes les questions, on va dire, droit social lié au RH, notamment les problématiques collectives. Et puis, donc, de plus en plus, c'est lié à, on va dire, l'évolution de la société et du droit en même temps, sur les questions environnementales. J'ai notamment participé, enfin, on parlera de la mobilité, mais pour donner un exemple d'intervention à connotation environnementale, à l'évaluation de la négociation sur la mobilité, l'évaluation de cette nouvelle obligation. Effectivement, comme le disait Sarah, n'hésitez pas à intervenir, on n'est pas très nombreux, donc si évidemment des questions, des remarques, voir si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez rajouter quelque chose, il n'y a vraiment aucun problème. Je vais commencer par une petit aperçu, on va dire, chronologique sur l'introduction des questions de l'environnement dans le droit du travail. Alors évidemment, moi je me focus un peu plus sur le droit du travail. Ça a presque 10 ans. Notamment, alors là pour le coup, le premier texte que je vise là, c'est le droit d'alerte en matière de santé et d'environnement. Donc c'est la protection des lanceurs d'alerte et droit honnêtement assez peu utilisé, la possibilité pour un salarié de faire une alerte sur une atteinte à l'environnement. Le vrai changement, on va dire, ou le saut qualitatif, c'est avec la LOM, la loi d'orientation des mobilités, et l'introduction d'une obligation négociée sur la mobilité des salariés. On y reviendra en fin d'intervention. Et puis aussi, deuxième saut, l'introduction des notions environnementales dans les obligations d'information-consultation. Et là, c'est la loi climat et résilience. C'est vraiment les deux points principaux. Ensuite, je vais citer l'ANI, l'accord national interprofessionnel 2023, mais je vais être honnête, c'est un peu à la lumière des derniers accords nationaux interprofessionnels, il n'y a pas énormément de contenu, c'est plutôt un rappel, une incitation, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'obligation au sens dur. Et puis, un dernier point vraiment d'actualité, alors brûlante pour la loi, c'est-à-dire qu'il y a une ordonnance du 6 décembre 2023 qui n'est pas tellement en droit social, mais en matière de reporting extra-financier des entreprises. Et on y reviendra, ça a un impact sur les informations disponibles pour le CSE. Donc voilà un aperçu. Vous remarquerez que c'est surtout en fait en matière collective. Finalement, les obligations, alors à part le droit d'alerte, mais les obligations de l'employeur ou des RH vis-à-vis des salariés, personne, on va dire,
elles sont finalement assez limitées. D'où les points que je vais aborder sont surtout liés aux obligations collectives. D'abord vis-à-vis du CSE, c'est les deux premiers points. Plutôt d'abord sur les consultations récurrentes, et puis ensuite les consultations ponctuelles, et puis enfin sur les obligations de négocier. Et on verra que l'environnement a aussi intégré les obligations issues des négociations annuelles obligatoires. Juste pour revenir, est-ce que tu as un exemple? Tu parlais du droit d'alerte en disant que ce n'était pas forcément très, très illustré, comme on va partir plutôt sur la partie collective. Est-ce qu'on peut faire juste un petit brief? Est-ce que tu as un exemple de droit d'alerte qui a pu être un cas pratique, un cas qui vient illustrer? Alors, le cas, moi personnellement, je n'ai jamais un de mes clients qui m'ait sollicité sur un déclenchement de droit d'alerte lié à l'environnement au sens strict. Je vais vous faire état d'un truc que j'ai entendu dans les médias. J'imagine qu'il y ait un déclenchement de droit d'alerte en matière environnementale il y a quelques années. Je crois que c'était je sais plus si c'était un sous-traitant ou un salarié d'ArcelorMittal qui avait alerté selon lui, sur l'un des sites d'ArcelorMittal, du fait que l'entreprise aurait pollué les sols. Si juridiquement il s'est placé dans ce cadre-là. Mais voilà, c'est un exemple et ça pourrait être le cas. Maintenant, dans la vie de tous les jours. Alors déjà, il faut quand même être, à mon avis, plutôt sur une activité industrielle. En tout cas, il y a plus de chances qu'il y ait une atteinte, que l'activité porte atteinte à l'environnement. Et puis ensuite, en tout cas, moi, c'est ma pratique. Les droits d'alerte déclenchés sont plutôt sur un danger grave et imminent, lié par exemple aux risques psychosociaux ou un danger sur une machine pour la santé physique des salariés. Ouais, donc ça se manifeste peu. Et si on déclenche un droit d'alerte, parce qu'imaginons on soit dans l'industrie, on se rende compte qu'on déverse des produits, ou comme vous l'avez dit avec ArcelorMittal, mais ça peut être bien d'autres, est-ce qu'on a vraiment une chance que ça aboutisse, ou est-ce que l'employeur peut un peu noyer le poisson derrière ça et essayer d'étouffer un peu l'affaire? En théorie, le droit d'alerte santé publique ou environnement, il se traduit in fine par la saisine du préfet qui peut prendre une mesure contraignante contre l'entreprise. Donc, alors, côté entreprise, le but, l'enjeu des droits d'alerte, c'est effectivement souvent de les éteindre quand même, et qu'ils n'aillent pas à terme. Mais in fine, ça peut aboutir à une mesure contraignante, quoi. Parce que comme c'est le préfet, c'est potentiellement une fermeture d'un établissement. Donc, il faut quand même être prudent. Ouais. Et ça, c'est ma dernière question. Après, je vous laisse embrayer sur toute négociation collective. Justement, quand on va se dire, on est moins sur un enjeu personnel, il y a moins d'intérêt personnel, on n'est pas sur de la sécurité pure dure, ou comme on se le disait avec les droits d'alerte, les droits de retrait qu'on voit classiquement. Là, finalement, c'est un enjeu plus environnemental, plus global, et comme vous l'avez dit, il y a un risque de fermeture pour l'entreprise. Donc, est-ce que finalement, c'est un droit qui peut vraiment être appliqué, puisque le collaborateur, il met un peu en risque la perte de son emploi, des contraintes, des sanctions, enfin une dimension plus globale qui ne le protège finalement pas? Est-ce qu'il n'y a pas une part trop individualiste qui nous empêche de le mettre en place? Il est quand même protégé à partir du moment où c'est un peu la question des lanceurs d'alerte, c'est qu'à partir du moment où il déclenche l'alerte, il va être protégé contre les répercussions, c'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas le sanctionner pour l'exercice du droit d'alerte. Mais c'est clair que côté salarié, c'est une prise de risque, quoi. On s'expose. On ne devrait pas s'exposer parce qu'il y a une protection, mais c'est sûr qu'il faut un certain courage, on va dire, pour
pour déclencher un droit d'alerte, alors qu'ils sont environnementaux ou pas, on rentre on rentre en confrontation avec l'entreprise. Il y avait effectivement, Aurélien qui te pose une question. Si un collaborateur de l'usine Lubrizol à Rouen avait dénoncé les problématiques de stockage, quel aurait été finalement le rôle pour lui? Le rôle, c'est-à-dire? Aurélien, je ne sais pas si tu peux préciser peut-être ta question. Les conséquences? Les conséquences, c'est que quand on déclenche un droit d'alerte, le but, c'est de provoquer, on va dire, une réaction de l'entreprise. C'est d'analyser la plupart du temps, hein, c'est est-ce que face à la situation qui est révélée par par le salarié, pardon, est-ce qu'on est d'accord sur le constat, hein, c'est-à-dire l'existence d'un danger grave et imminent, enfin, ou d'un danger sur la santé publique ou l'environnement. Et puis ensuite, donc il y a le constat, et puis ensuite, il y a les mesures. Si on est d'accord sur le constat, l'existence d'un risque, les mesures mises en place par l'entreprise pour mettre un terme à la situation, quoi. Alors, il est certain que souvent, il y a un désaccord, même sur le constat, c'est-à-dire que l'entreprise risque d'être réticente à reconnaître la situation de danger pour l'environnement. Et auquel cas, c'est ce qu'on évoquait. En fait, elle s'expose dans ce cas-là à ce qu'il y ait une mesure contraignante prise par les pouvoirs publics en matière. Là, c'est vraiment spécifique aux matières environnementales et santé publique. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Aurélien, mais Je pense que la question finale, c'était de se dire, est-ce qu'il aurait été mis à part l'entreprise ou est-ce qu'il aurait été protégé? Donc plutôt ouais, alors protégé. la réponse est oui. C'est-à-dire que l'intérêt aussi de déclencher un droit d'alerte un peu formel salarié, c'est d'être protégé. Et donc, c'est la protection un peu générale maintenant sur d'alerte. Et donc, normalement, on ne peut pas licencier, c'est pas normalement, on ne peut pas le licencier pour le déclenchement du droit d'alerte. On ne pourrait le licencier que si on apportait la preuve qu'il avait connaissance du fait qu'il n'y avait aucune atteinte à l'environnement et qu'il le faisait pour nuire à l'entreprise uniquement, alors qu'il n'y avait rien du tout. Donc, en gros, c'est des hypothèses vraiment de col. Donc, oui, la réponse, c'est que le salarié, il est protégé dans ce cas-là. Ok. Et je vais me faire contre-juridique et reprendre ma casquette RH entre effectivement cette protection qui est théorique, hein, qui est légale, et le fait qu'en fait, alors certes, il ne sera peut-être pas licencié, mais en tout cas, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer qu'il y aurait des sanctions du style on bloquerait les augmentations, on bloquerait les évolutions possibles, on le mettrait de façon un peu tacite au placard, et surtout s'il y a eu effectivement des mesures contraignantes prises par l'entreprise, qui fait qu'il n'y a pas que la direction qui est un peu en colère, mais aussi tous les collaborateurs qui ont pu être un peu du coup bousculés. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce risque-là? Et là, sur le coup, on n'est plus dans le légal, mais ça existe. En tant qu'RH, on le voit, on n'a pas toujours une pratique très éthique, malheureusement. Est-ce qu'on ne peut pas supposer que C'est sûr que le salarié qui a abouti, sûrement on va dire pour de bonnes raisons, à la fermeture d'un établissement par le préfet, il risque d'avoir un peu moins bonne presse dans l'entreprise. Maintenant, donc oui, il ne sera pas sûrement dans les premiers promus pour des promotions. Maintenant, encore une fois, il aura une protection juridique. Donc, l'entreprise, ça serait à mon sens trop risqué, évidemment, de vouloir carrément l'écarter, prononcer un licenciement, une rupture de manière trop systématique, quoi. Mais oui, il risque de devenir un caillou un peu dans la chaussure du service RH par la suite, c'est clair. donc c'est un peu la limite.
Ouais. Ouais. Bon, c'est souvent, s'il y a déclenchement de droit d'alerte, souvent c'est quand même des représentants du personnel. Hein. Ils ont un peu, je dirais, c'est un peu peut-être horrible de dire ça, mais ils ont un peu plus l'habitude ou la étoffe de se dire bon bah ok, moi je le fais, je sais que je suis protégé et ils ont un peu moins peur peut-être d'aller des risques de représailles pour leur évolution de carrière. Ok, ok. Je te laisse du coup peut-être avancer sur les autres. Ça marche. Je n'ai pas vu d'autres questions, donc je te laisse avancer. Donc oui, je vais commencer par les informations environnementales dans les consultations annuelles du CSE. Un petit rappel des attributions du CSE. Il y a les attributions générales, j'y reviendrai après peut-être, mais d'abord les consultations à informations récurrentes. Je dis récurrentes ou annuelles. En fait, par défaut, c'est annuel. Il y a 3 consultations annuelles obligatoires. Mais on peut collectif qui porte la périodicité jusqu'à 3 ans. Mais dans 90% des entreprises qui sont dotées d'un CSE, ça sera 3 consultations annuelles. Et puis, il y a les consultations et informations ponctuelles, là qui sont, je dirais, sur un projet déterminé, c'est-à-dire l'entreprise, par exemple, ferme un site ou ouvre un nouveau site ou déménage. Là, on est sur une consultation ponctuelle. Sur les consultations annuelles, et puis bon, je passe parce que j'y reviendrai pas, mais il y a les consultations et informations variées, donc c'est toutes les informations, tous les cas dans lesquels le CSE nous dit, enfin le Code du travail nous dit, bah, il faut consulter le CSE, je sais pas, modifie le règlement intérieur ou modifie la notice des EPI, je suis censé consulter le CSE. Je vais m'attacher plutôt aux consultations annuelles et aux consultations ponctuelles. Dans les consultations annuelles, il y a ces 3 consultations annuelles obligatoires, ou récurrentes en tout cas, les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, conditions de travail et d'emploi. Ce qui est nouveau donc depuis la loi climat, c'est que le Code du travail précise maintenant qu'au cours de ces 3 consultations, le CSE est informé donc des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Le Code du travail ne définit pas ce que sont les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc là, ça peut être potentiellement extrêmement vaste. Là où on a un peu peut-être des indications, c'est sur le contenu des informations qui doivent être renseignées dans la BDESE, puisque la loi climat a transformé la base de données économiques et sociales en base de données économiques et sociales environnementales. Et je rappelle aussi que la BDESE est le support en fait des consultations annuelles. C'est-à-dire que chaque consultation annuelle se fait sur la base d'une mise à jour de la BDE. C'est vraiment on se sert des informations qui sont dans la BDESE pour consulter le CSE. Donc la BDESE intègre maintenant des informations environnementales qui vont servir peut-être à identifier les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Le contenu de la BDESE, le contenu environnemental de la BDESE, il dépend du seuil d'effectifs, peut-être d'abord. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais
le contenu de la BDESE, il dépend du fait de savoir si l'entreprise a plus ou moins de 300 salariés. Mais en plus, il va dépendre d'un autre point qui est le fait de savoir si la société est obligée de publier ce qu'on appelle la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Et là, c'est là où il y a une actualité dont je vous parlais, c'est qu'à terme, et c'est l'ordonnance du 6 décembre 2023, à terme, la DPEF va être remplacée par un rapport de durabilité qui va concerner plus d'entreprises que la DPEF et qui est plus contraignante que EF. J'y reviendrai de manière un peu plus précise. Donc, pour votre info, quand on est soumise à la DPEF, alors la DPEF, ça concerne quand même plutôt des entreprises d'une certaine taille, puisque à l'heure actuelle, c'est de toute façon une entreprise qui a plus de 500 salariés, enfin qui a au moins 500 salariés pour être précis, et pour les non-cotés, qui a un bilan ou un CA net supérieur à 100 millions d'euros, et pour les sociétés cotées, donc un bilan supérieur à 20 millions d'euros, ou un CA net supérieur à 40 millions d'euros. Donc on est quand même, voilà, on n'est pas dans la majorité des entreprises en France. Mais quand l'entreprise est soumise à cette DPEF, en fait, les informations qui doivent figurer dans la BDESE, c'est les informations contenues dans la DPEF. Donc, il y a des obligations en matière d'indication sur la politique générale en matière environnementale, la pollution, la protection de la diversité, le changement climatique et l'économie circulaire. Donc là, si on est un RH dans une entreprise qui est soumise à la DPEF, je dirais que c'est plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est de toute façon soumise à l'obligation de produire des informations environnementales. D'un point de vue, ces obligations, elles sont dans le code de commerce. Donc, pour les RH, il faut... alors, dans ces entreprises, souvent, il y a un responsable RSE. Donc, il faut, en gros, aller toquer à la porte du responsable RSE ou du DAF, parce que c'est souvent aussi, comme c'est un rapport, on va dire, code de commerce, ça peut être le DAF qui pilote. Et donc, on toque à la porte des autres services pour leur dire, c'est quoi, fournissez-moi déjà la DPEF, et moi, je vais la mettre dans la BDESE. Il y a d'autres informations. Vous voyez, à chaque fois, il y a trois grands sujets. Alors, politique générale environnementale, et ensuite, il y a l'économie circulaire. Alors là, en fait, c'est la prévention et la gestion des déchets, mais c'est quand même assez limité parce que ce sont les entreprises qui sont amenées à gérer des déchets dangereux, donc c'est quand même pas... ça concerne une minorité d'entreprises. Et puis sur le changement climatique, dernier point, c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui concernent les entreprises d'au moins 500 salariés. Donc, et c'est pour les entreprises qui sont donc obligées on va dire, de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, entreprises soumises à la DPEF, je dirais que c'est assez simple, enfin, d'au moins 300 salariés, ça va être souvent de toute façon les mêmes. Oui, c'est de toute façon les mêmes, puisque pour être soumis à la DPEF, aujourd'hui, il faut avoir au moins 500. Peut-être pour une part plus importante des entreprises, celles qui ne sont pas soumises à la DPEF, eh bien là, il faut un peu faire preuve, on va dire, d'imagination, c'est-à-dire que, d'imagination, en tout cas de production de données environnementales, puisqu'on a toujours donc cette politique générale environnementale, mais là, c'est ce que nous indique le code, c'est l'organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales
donc là très large, et si elles existent, pas forcément obligatoire, les démarches d'évaluation de certification. Alors c'est vrai que là, de plus en plus, les entreprises sont dans des démarches de certification d'évaluation en matière environnementale. Donc si l'entreprise est certifiée ou évaluée, c'est quelque chose qu'il faut aller évidemment chercher et je dirais à mettre dans la BDESE. Mais quand on n'est pas soumis à des PEF, je dirais que le boulot des RH est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a moins d'informations environnementales qui sont produites par ailleurs. Sur les... Ouais. Juste pour le DPEF, est-ce qu'on a un peu, comme on peut l'avoir avec un bilan social, des questions très précises, des normes très précises? Oui. Ouais, c'est très encadré, ou est-ce que finalement... C'est assez précis, oui. Là, moi, j'ai repris que les grands titres, on va dire, sujet, mais c'est plus précis, quoi. Les items sont détaillés. Donc, il n'y a pas trop finalement entre guillemets, de gruger le système pour essayer de... On a vraiment des champs très précis avec des obligations à faire. Ouais. Alors, c'est l'un des enjeux de l'évolution de la réglementation, notamment avec le rapport de durabilité que j'évoquais, c'est que l'objectif, il est clair que le reporting extra-financier, il est forcément moins précis que le reporting financier. C'est Timothée qui nous confirmera ce point, s'il fait de la comptabilité. Mais l'objectif de la dernière directive, c'est d'arriver vers quelque chose qui est aussi précis et avec l'intervention d'organismes qui vont certifier, d'organismes tiers qui certifient on va dire le sérieux des informations qui sont produites. Donc, on peut quand même faire confiance à ce DPEF finalement. Ouais, alors et peut-être même d'autres. On pourra même d'autant plus faire confiance au rapport de durabilité puisque les normes vont être plus précises et puis vérifiées par un organisme extérieur indépendant. Et à l'inverse, quand on n'est pas soumis à ça, donc on a moins de 300 salariés, qu'on n'a pas cette BDESE et ce BPEF, là, c'est un peu au libre cours. Parce que tout à l'heure, on parlait des émissions de gaz à effet de serre. Comment concrètement on les mesure? Quel indicateur? Est-ce qu'on fait appel à des organismes extérieurs? Nous, en tant qu'RH, souvent, ils nous informent de la réduction. C'est un peu le souci. Là, je suis revenu là, sur le slide sur les entreprises de moins de 300. Justement, vous voyez, sur le changement climatique, il y a l'identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre. C'est-à-dire sur l'activité directe de l'entreprise. Mais ça, si l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de faire un bilan justement d'émissions de gaz à effet de serre, je dirais que c'est un peu compliqué pour un RH de se dire ok, je vais identifier les postes. Alors, honnêtement, si c'est juste identifier les postes, on peut le faire. Vous faites quelques recherches Google, vous identifierez qu'est-ce qui dans l'entreprise est susceptible d'émettre des gaz à effet de serre. Mais c'est sûr que sur la qualité de l'information, et puis c'est l'identification des postes, donc c'est pas les niveaux d'émission. Ça va être assez basique, clairement, comme information. C'est sûr. Et si c'est basé sur notre connaissance, on peut en oublier ou se dire, là, on n'est peut-être pas trop obligé d'en parler. Enfin, tout devient assez subjectif. Et je me permets de te relayer. Alors, bien sûr. Il nous dit comment on peut apporter une certaine confiance à ce rapport qui se base sur une évaluation qualitative de critères,
clair et précis, là où en fait en finance, on se base plutôt sur des points purement quantifiables. Oui, alors c'est certain que moins c'est précis, plus c'est peut-être subjectif. Maintenant, je pense que la tendance, alors je vais être franc avec vous sur le futur rapport de durabilité. Je ne connais pas dans le détail ce qu'il contiendra, mais par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est un truc qui est potentiellement chiffrable, quoi. C'est combien l'entreprise émet de gaz à effet de serre, enfin l'activité émet de gaz à effet de serre. Ça c'est clairement quelque chose qui est chiffrable. Ensuite, il y a par exemple l'utilisation des ressources, la consommation en eau et énergie, c'est aussi quelque chose euh, qui est quand même chiffrable, quoi. Alors ensuite, c'est sûr que c'est peut-être, on est moins habitué et puis on n'a pas forcément de référent. Autant on sait facilement se placer en termes de chiffre d'affaires, de profitabilité par rapport aux concurrents, par rapport aux années passées. Donc, comme c'est quelque chose de nouveau, on a peut-être moins l'habitude, mais je pense que, à mon avis, voilà, les entreprises vont ensuite, enfin, de plus en plus, être habituées à dire, bon, bah, ok, voilà quels sont nos postes, quel est le niveau d'émission, et puis on se compare aux autres ou à des entreprises comparables, et quels sont nos objectifs. Et puis je revenais sur ça, remarque, c'est que certes, il est possible que le RH se retrouve un peu tout seul à faire au doigt mouillé l'identification des postes d'émission. Maintenant, il est, je pense, de plus en plus rare d'avoir une entreprise dans laquelle le sujet on va dire de la RSE n'est pas quand même, on va dire, pour utiliser un anglicisme, adressé par, on va dire, les membres du CODIR, quoi. Ils en ont forcément un peu entendu parler et donc c'est quand même, si ça vient pas par les RH, ça vient par les coûts de l'énergie, ça vient par d'autres problématiques. Donc, alors peut-être qu'un RH sera, s'il fait bien son boulot, je dirais, via la BDESE, va poser la question, ah bah tiens, je suis obligé de faire ça pour la BDESE, c'est quoi nos... Est-ce qu'il y a une démarche d'évaluation, par exemple, des postes d'émissions de gaz à effet de serre qui a été faite dans l'entreprise? Et puis, voilà, le DAF ou j'en sais rien, moi, le responsable de la production va peut-être rebondir en disant, bah oui, ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Donc, je pense que, et c'est aussi ce qui est intéressant, je vais être franc sur les questions environnementales, c'est que ça pousse aussi un peu les professionnels des ressources humaines à travailler avec peut-être des directions avec lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. C'est-à-dire que le classique, quand même, souvent on travaille avec les DAF parce que ils sont c'est un peu de la guerre, mais quand il y a des responsables RSE, ils travaillaient souvent dans leur coin et n'étaient pas forcément habitués pour les professionnels des ressources humaines, enfin les RH, à aller avoir des sujets communs avec la RSE. Et là, clairement, maintenant, c'est plus trop possible, quoi. Il y a une vraie interaction, quoi. Donc, pour revenir à ma BTESE, effectivement, pour conclure, peut-être dans les entreprises de moins de 300, on est moins cadré, mais donc c'est potentiellement plus difficile parce qu'il faut produire de l'information et vous n'êtes pas des professionnels. Donc, soit on essaye de le faire seul, mais c'est sûr que il y a, si on veut le faire de manière sérieuse, enfin, en tout cas détaillée, il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à des cabinets extérieurs, quoi. Euh, et
souvent, ça va faire l'objet d'une discussion, encore une fois, avec les autres services de l'entreprise. Enfin, il est rare. Enfin, moi, j'ai un client qui m'a dit, bah, on a fait un bilan gaz à effet de serre uniquement pour la BDESE, quoi. Souvent, c'est une démarche plus globale. Il peut y avoir une démarche de certification qui provoque le sujet. Mais donc, plus difficile quand même quand on est quand on n'a pas un autre, quand on n'est pas soumis à la DPEF. Et puis, pour vous donner des infos, il faut que j'aille un peu vite parce que je vois le temps qui tourne. Les évolutions à venir, ce que je vous ai dit, c'est qu'à terme, donc la DPEF, rapport de durabilité, je réponds à votre question, Béatrice, juste après, que vous reteniez juste en tête, le seuil, en fait, va diminuer, c'est-à-dire qu'on était à 500, ce que je vous disais pour la DPEF, on va être à 250 salariés en seuil de nombre de salariés pour être soumis au rapport de durabilité. Il faut dépasser au moins 2 des 3 seuils. C'est ce que j'ai mis en gras, si vous voulez aller directement à l'info. Donc 25 millions d'euros de bilan, 50 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés. Et ça, c'est pas immédiat, ça sera en 2026 pour les données 2025. Donc, ce que ça va entraîner, donc c'est un rapport de durabilité. Et ce rapport de durabilité, eh bien, quand on y sera soumis, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le CSE est informé au cours des consultations annuelles des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Là, il y a eu une modification du Code du travail. Donc, quand on est soumis au rapport de durabilité, le CSE est consulté sur ces informations en matière de durabilité. Donc, il y aura, semble-t-il, une consultation spécifique sur le rapport de durabilité. Et puis, pour répondre un peu à la remarque de Timothée, les moyens de les obtenir et de les vérifier. Donc, en gros, le but, c'est que l'entreprise sera potentiellement challengée sur les moyens et la vérification des informations en matière de durabilité. Donc ça, cette modification de 23/12/17, là, c'est l'ordonnance du 6 décembre dont je voulais parler de 2023, et donc, mais qui n'entre réellement en vigueur que pour les entreprises soumises au rapport de durabilité. Béatrice, vous aviez une question sur les... Je te la relais. Le choix d'un cabinet extérieur est-il soumis à une consultation ou au seul choix de l'entreprise? Alors, sur la production de... Non, pour moi, il n'y a pas d'obligation de consulter le CSE. Si je voulais produire de l'information, faire un bilan gaz à effet de serre ou autre, pour moi, il n'y a pas d'obligation de consultation. Non. En revanche, et c'est dans l'intérêt de l'entreprise de dire ensuite, au moment où je mets dans la BDESE les informations, ou en tout cas au moment où j'en discute au moment de la consultation, on a intérêt à dire bah, les informations sont issues de tel cabinet. Ouais. Pour moi, pas d'obligation. Par contre, ça peut éventuellement être une opportunité, mais c'est vraiment là, si vous voulez avoir une démarche hyper transparente avec les membres du CSE, quoi. De les associer, mais pour moi, pas obligatoirement. J'enchaîne du coup avec les consultations. Alors, j'aurais peut-être dû être un peu plus précis sur le titre. Les consultations ponctuelles, en fait. Vous voyez là sur le titre de la slide. Donc là, je mets de côté les consultations annuelles. C'est quand je soumets au CSE un projet. Le classique qui sert d'exemple, c'est le projet de déménagement, par exemple. Désormais, le CSE est consulté, est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures qu'on lui soumet. C'est une modification de 23/12/8 du Code du travail qui rappelle les cas dans lesquels
je dirais, le principe de compétence générale du CSE et les cas dans lesquels il doit être consulté, c'est assez large. C'est la marge générale de l'entreprise et notamment les mesures qui affectent les effectifs, l'organisation économique, les conditions d'emploi, la nouvelle technologie, vous voyez, puis les décisions d'aménagement important qui modifient les conditions de santé, sécurité et conditions de travail. Donc, ça veut dire que potentiellement, dans tout projet ponctuel qui est soumis au CSE, il doit y avoir l'identification de conséquences environnementales. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien, on va dire, appréhendé par les RH ou les professionnels des relations sociales, parce que c'est un risque potentiel si on ne le fait pas. Quitte d'ailleurs à dire clairement, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire, à dire ce projet n'entraîne pas de conséquences environnementales significatives. Je vous ai mis ici, comme je vous le disais, un exemple d'identification de conséquences environnementales sur un projet de déménagement. J'ai repris, vous constaterez, je ne suis pas allé forcément très loin, les catégories issues de la DPEF. Émissions de gaz à effet de serre, prévention et gestion des déchets, utilisation durable des ressources et biodiversité. Puis je fais une distinction pour l'œuvre du projet, c'est-à-dire le déménagement en lui-même, et puis l'organisation de l'entreprise une fois qu'elle a déménagé, une fois qu'elle est dans ses nouveaux locaux. Et donc, vous voyez qu'on peut identifier le déménagement, les camions, ils vont émettre des gaz à effet de serre. Ça, c'est sur la mise en œuvre du projet. Et puis ensuite, les nouveaux bâtiments, quelle est leur performance énergétique, et puis quel va être l'impact du nouveau lieu de travail sur les émissions liées aux mobilités des salariés. Parce que forcément, ils vont changer potentiellement de mode de transport. Donc, vous voyez, potentiellement, on peut en identifier beaucoup. Je vois votre question, Béatrice. Est-ce qu'il faut identifier ça dans le document unique d'évaluation des risques? Alors, ce n'est pas à proprement parler un risque. Alors, il pourrait y avoir un risque environnemental dans le DUERP, mais là, ce n'est pas forcément un risque, quoi. L'émission de gaz à effet de serre, à mon sens, n'est pas un risque identifiable de manière immédiate pour la santé des salariés. Alors certes, de manière générale, oui, et à terme, oui, mais je ferai quand même la différence. Les conséquences environnementales, c'est autre chose que le risque pour la santé du salarié, qui est quand même plus actuel s'il est dans le document unique. Un truc qui est pas forcément aussi immédiatement, le truc qui vient le plus à l'esprit, c'est les gaz à effet de serre, prévention de gestion des déchets, mais par exemple, vous voyez, la biodiversité, c'est pas forcément clairement identifié immédiatement identifié. On a construit un nouveau bâtiment. Quel est l'impact sur la biodiversité et que vont devenir les anciens bâtiments? À nouveau, ça peut avoir un impact sur la diversité. Donc, c'est assez, on va dire, ambitieux, si on veut bien le faire. On a des premières décisions, pas des décisions de principe, mais des premières décisions, notamment le tribunal judiciaire de Nantes, qui s'est prononcé sur les informations environnementales qui avaient été fournies par une entreprise. Je vais direct sur le risque. C'est-à-dire, si je ne fournis pas d'informations environnementales suffisamment précises sur un projet, les membres du CSE peuvent saisir le tribunal judiciaire, demander la suspension de la consultation du CSE dans l'attente de la fourniture des informations environnementales. Donc, il y a un enjeu quand même relativement important de suspension du projet de l'entreprise. Le
TA de Montreuil, là, c'est plutôt sur la question de faut-il identifier les conséquences environnementales lorsque je soumets un PSE, donc en sauvegarde de l'emploi, au CSE. La réponse du TA, c'est plutôt non sur la partie PSE, mais attention, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais il y a forcément, quand il y a un projet de licenciement pour motif économique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect PSE, mais il y a l'aspect réorganisation. Et là, pour le coup, pour moi, dans cet aspect réorganisation, il faut identifier les conséquences environnementales, même si elles sont réduites. Sinon, vous prenez un risque de suspension de la consultation et donc du projet. Et puis, la cour d'appel du 14 septembre 2023, ça ressort plutôt du plan de mobilité qu'on abordera partie, mais donc il y a des litiges, hein, donc ces sujets peuvent être saisis par les syndicats soit pour la plupart du temps ou pour ordonner la communication d'informations. C'est le cas de l'arrêt du 14 septembre 2023, c'est un expert du CSE qui demandait la communication des informations. Question. Ouais. Dans la slide précédente, tu nous as parlé effectivement des différents risques qu'on peut avoir, émissions de transport, par exemple pour reprendre le gaz à effet de serre, version performance énergétique des nouveaux bâtiments, etc. Est-ce qu'on doit juste les lister ou est-ce qu'on doit être capable de les mesurer? Comment je me... En fait, on ne sait pas, c'est ça, effectivement, on ne sait pas le niveau de précision, parce que le Code du travail ne dit pas du tout le degré de précision des informations. Donc, en fait, je pense qu'il faut... les juges l'ont pour l'instant pas dégagé comme ça, mais je pense qu'il faut considérer qu'il y a il doit y avoir une proportionnalité entre les informations et l'importance du projet. C'est-à-dire que je ne vais pas payer un cabinet extérieur pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre si j'ai un projet, je ne sais pas, qui concerne 5 personnes, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, alors, c'est quoi l'importance du projet et quels sont les moyens que je vais mettre en face pour produire ou évaluer les informations. Parce que potentiellement, tout est sujet à émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, moi, souvent, ce que font les entreprises sur un projet, je dirais, de la vie de tous les jours, c'est qu'elles identifient plutôt, comme tu disais, une catégorie de conséquences, quoi. Oui, ça peut avoir une conséquence, par exemple, sur les émissions des mobilités des salariés. Mais on ne va pas mesurer ces conséquences, parce que déjà, les mesurer, ça sera difficile. Et puis, souvent, ça nécessiterait de faire intervenir un cabinet extérieur. Mais par exemple, si je reviens juste sur l'émission de transport, souvent aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux fournisseurs de l'entreprise de me donner les informations. Par exemple, je vais demander aux déménageurs de me donner les informations sur les émissions des modes de transport qu'il va utiliser. Et ça, je vais le donner. Mais je ne vais pas aller plus loin. Par exemple, sur un déménagement, je vais dire, pour votre information, le déménageur utilise des véhicules de tel type. Voilà. Et ensuite, il est rare qu'on aille, j'ai vu qu'on aille à dire, le déménagement va générer tant de gaz à effet de serre. Voilà, c'est quand même...
Et surtout, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord? S'ils nous disent: «Non, ça génère trop de gaz à effet de serre», est-ce qu'on déménage plus? Qu'est-ce qui se Alors, passe je concrètement? rappelle, ouais, non, mais c'est une bonne question, mais je rappelle que le CSE n'a pas de pouvoir bloquant, hein, donc même s'il trouve, enfin, le but de l'information consultation du CSE, c'est de provoquer une discussion. Donc le CSE va peut-être vous dire c'est scandaleux, votre prestataire de déménagement utilise, utilise des véhicules polluants. Maintenant, si l'entreprise maintient la décision et qu'il y a un avis négatif, l'entreprise pourra quand même choisir ce prestataire. Mais il y a une discussion. Et parfois, hein, on se rend compte que nos clients, ah ben oui, ça, on ne l'avait pas vu, tiens. Donc, ça peut aussi l'espoir, mais c'est qu'un espoir. Peut-être que l'entreprise va changer son fusil d'épaule en se disant, ah ben oui, c'est vrai, ça, on ne l'avait pas vu. Peut-être qu'on va changer, on va demander aux prestataires de nous traiter des Donc ça parce que reste oui, ça reste du potentiel, c'est clair. donc ça reste, désolée du terme, hein, mais un peu, bullshit, et il faut, compter sur la conscience finalement des membres de la direction. Sur la bonne conscience, sur l'intelligence des membres de la direction, mais on reste assez bridé finalement, enfin le CSE, et donc ceux qui sont représentés sont peut-être un petit peu bridés là, dans la possibilité d'action. Et on va dire toute la consultation, l'information consultation du CSE en droit français, elle est basée là-dessus, hein. Le CSE n'a que très rarement un pouvoir. Sa seul moyen de pression, c'est d'avoir de l'information et de poser des questions. Et de mettre les sujets sur la table. Ensuite, effectivement, sur le fond, et si elle a bien produit ces informations, elle peut maintenir sa décision qui est peut-être une aberration écologique, quoi. Mais bon, quand même, ça, le but des relations sociales et des RH, c'est pas de se prendre des avis négatifs à chaque fois, quoi. Non, Donc, non, bien sûr, ça a le mérite d'exister aussi, donc c'est ouais, déjà un bon début. De dire voilà, on sent il y a quand même une limite réellement, c'est qu'après il faut quand même ouais, compter sur ouais. l'intelligence, et la réflexion de la direction, et cetera. Je dis pas que c'est pas possible, hein, je dis juste qu'effectivement, voilà, c'est peut-être un petit peu la limite du fonctionnement qu'on a Bien aujourd'hui en sûr. France. Ça peut être totalement formel et voilà, et de la production d'infos, et puis en fait, rien ne change, ou en tout cas, rien n'évolue. Mais bon, les entreprises sentent, enfin, voilà, en produisant de l'information, ne serait-ce qu'en produisant de l'information, c'est des sujets sur lesquels, voilà, le but, c'est quand même d'essayer de s'améliorer, quoi, on va dire, dans les prises de décision. Je termine peut-être, ouais, je vois que le temps file, sur les conséquences pratiques de cette nouvelle compétence. Il y a la question de l'extension à toutes les consultations. Donc, je vous ai dit qu'en matière de PSE, a priori, dans le PSE, on n'est pas obligé de mettre des conséquences environnementales, mais à mon avis, quasiment toutes les consultations ponctuelles sur la base de l'article 23.12.8, si je ne dis pas de bêtises, doivent identifier, quitte à dire qu'il n'y en a pas. Moi, c'est ce qu'il faut faire. On peut se poser la question de savoir s'il faut l'identifier dans les conséquences, dans l'ordre du jour. Je ne suis pas très formaliste, moi, à mon avis, dès lors qu'on a identifié dans les documents, je ne pense pas qu'on prend un risque à ne pas dire et ses conséquences environnementales à chaque fois qu'il y a un sujet à l'ordre du jour. Et puis c'est pareil sur les avis du CSE, à mon avis, on n'est pas obligé de faire un avis séparé sur les conséquences environnementales dès lors qu'il résulte bien des documents que des conséquences environnementales ont été identifiées. Mais bon, ça c'est mon avis, peut-être qu'on aura des jurisprudences futures sur ces questions. Donc je termine enfin sur je quitte le CSE pour les obligations négociées.
puisque donc l'environnement a intégré les NAO, pour faire court. D'abord, alors ça concerne moins d'entreprises évidemment, mais j'ai préféré en parler en premier, peut-être un peu plus rapidement. Les entreprises d'au moins 300 salariés qui sont soumises à l'obligation de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois. Eh bien, cette GEPP, enfin non, c'est la gestion prévisionnelle des emplois, et non, c'est des parcours professionnels, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai encore l'ancien terme GPEC en tête. Qui doit porter notamment la GEPP, qui doit tenir compte notamment des enjeux de la transition écologique. Donc, c'est un peu différent sur le terme. On n'est plus sur les conséquences environnementales, mais ça paraît logique, c'est-à-dire qu'il faut, dans le cadre d'une démarche de GEPP, on s'interroge sur le futur des emplois, et donc il est certain que les questions de transition écologique peuvent impacter la future évolution des emplois, puisque je ne sais pas, moi, évidemment, on est un constructeur automobile, bon, je prends un exemple simple, mais l'électrification va avoir un petit impact sur le type d'emploi dans 10 ou 20 ans qui va se retrouver dans les entreprises. Donc là, c'est lié évidemment à la transition écologique. Donc ça, c'est... Bon, la plupart du temps, on le fait dans le cadre d'un bilan, hein, dans cette négo. Là, pour le coup, je reviens à ce que vous évoquiez, souvent avec les organisations syndicales, de manière un peu concertée, on fait un bilan de l'évolution future des emplois. Et là, ça paraît logique et peut-être un peu moins difficile de se dire que la transition écologique va impacter l'évolution des postes, des emplois existants dans l'entreprise. Il n'y a pas plus de précision, donc là, on est vraiment assez libre de le traiter de la manière dont on le souhaite avec les organisations syndicales. Ce qui est un petit peu plus précis, c'est l'obligation de négocier sur la mobilité. Alors, mon slide n'est pas forcément très... Il faudrait que je remette le truc à l'endroit. C'est dans le cadre des NAO et du bloc sur l'égalité pro et la QVT. Les entreprises qui ont un délégué syndical, bon, ça c'est logique, mais qui emploient au moins 50 salariés sur un même site, doivent en plus négocier sur la mobilité. Bon, alors, je vous ai mis avec un interlocuteur, ça paraît logique, c'est avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, mais donc il pourrait y avoir une entreprise qui est soumise à l'obligation de négocier sur la QVT. J'ai un délégué syndical, mais je n'ai pas au moins 50 salariés sur un même site, c'est-à-dire j'ai, je sais pas, 3 sites de 20 salariés, je pourrais ne pas être soumis à la négociation sur la mobilité. Donc, il faut vraiment avoir au moins 50 salariés sur un même site, en plus d'un délégué syndical. Et l'objet de cette négociation, de cette nouvelle, alors devant, je ne dis pas de bêtises, ce sont les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail. Le but, c'est de flécher les négociateurs vers la réduction du coût de la mobilité, les inciter à l'usage de modes de transport vertueux, vous voyez, la prise en charge des modes de transport personnels. Le classique, c'est la mise en place du FMD. Hein, si je schématise le forfait mobilité durable, c'est le classique. Si on veut prendre le truc par le simple et le plus financier, je vais mettre en place un FMD, donc une prise en charge des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, par exemple les frais liés au vélo pour faire
faire simple. Mais je peux très bien être évidemment un peu plus ambitieux et mettre en place des actions plus qualitatives de promotion justement du vélo en interne, du covoiturage, des actions un peu plus qui vont un peu plus loin. Donc c'est une obligation de négocier. Si l'entreprise n'arrive pas à un accord, elle est censée mettre en place un plan de mobilité employeur, là qui est beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire que l'obligation de négocier, elle est sur les déplacements perso au domicile de travail. Alors par contre, là pour le coup, en théorie, le plan de mobilité employeur, il porte sur la mobilité du personnel, ça ok, mais vous voyez, l'optimisation et l'augmentation de l'efficacité des déplacements et de l'activité de l'entreprise, les émissions de gaz à effet de serre de l'activité de l'entreprise, et puis la congestion des infrastructures et des moyens de transport. Donc, c'est pas uniquement les déplacements des salariés, mais les déplacements et les émissions de gaz à effet de serre qui sont induits par l'activité. Ce plan de mobilité employeur, il a un peu moins de succès que le plan égalité pro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanction au non-dépôt de ce plan de mobilité. Donc, peu de succès, enfin peu de succès. Oui, à mon avis, peu de succès, sauf que la règle, il faut faire juste quand même un peu attention, alors en fonction je dirais des contextes sociaux des entreprises. L'arrêt de la Cour d'appel que je vous ai visé ici, 14 septembre 2023, c'est un arrêt de la SNCF qui a été condamné à communiquer le plan de mobilité employeur qu'elle n'avait pas fait, hein, dans le cadre d'une expertise, l'expertise CSE, sur la consultation annuelle, c'était QVT, je crois, il y avait désignation d'un expert, et l'expert demandait la communication de cette information. La SNCF ne l'avait pas fait, et elle a été condamnée à fournir ce plan de mobilité, et donc à le faire, hein, parce qu'elle ne l'avait pas fait, dans le cadre de cette expertise du CSE. Donc, normalement, c'est quand même un document qui doit exister dans l'entreprise s'il y a eu un échec des négociations sur la mobilité des salariés. Donc, voilà, je m'arrête là. Je vous ai mis quand même 2 slides. Là, c'est comme on dépasse un peu le temps, mais sur le forfait mobilité, c'est un petit rappel sur les seuils, parce que le forfait mobilité permet d'exonérer de charges et d'impôts la prise en charge de ces frais de transport. C'est un peu compliqué, donc ça déborde un peu notre cas. On pourrait faire je dirais une matinée là-dessus, mais vous aurez quand même les slides pour votre information. Je propose juste de voir le dernier point de Timothée, peut-être pour conclure. Je te lis du coup ce qu'il te demande. Tout à l'heure, le terme de bullshit a été prononcé. Je saisis l'occasion pour m'encouvrer dans la faille. De votre point de vue, en tant que juriste, constatez-vous ou anticipez-vous un effort de la part du législateur visant à formaliser les attentes en termes d'engagement éco-responsable pour les entreprises françaises, adoptant une politique résolument orientée vers l'environnement? Est-ce que finalement, voilà, il y aurait un encouragement du législateur? Je te précise, du coup, en d'autres termes, envisage-t-on de formaliser la présentation du bilan comptable, par exemple en opposant finance et écologie? Est-ce que le législateur a pour ambition d'imposer un format de présentation permettant à toute entreprise engagée de présenter ses progrès sur des thématiques et informations communes? Alors, je crains que ça dépasse un peu mes compétences en droit du travail. Ce que je peux juste dire
C'est Timothée. C'est l'objectif affiché de la directive CRSD qui vient d'être transposée. Et le rapport de durabilité, c'est ça. L'objectif, c'est de dire, à terme, les obligations de reporting, c'est pas uniquement environnemental, mais c'est durable, quoi, doivent être aussi précises et, on va dire, ambitieuses que les obligations comptables. Donc la réponse est oui sur l'ambition et je crois, mais moi j'ai une vision pour l'instant pas forcément très précise, mais que la précision de ces informations va aller vraiment en s'accroissant. Donc il y a une ambition. Maintenant, si je parle en droit du travail sur les obligations, mais enfin, c'est toujours un peu, enfin, le législateur, il manie, à la fois il intègre des nouvelles informations, obligations pour les entreprises en droit social liées à l'environnement, mais il répond aussi à la critique qui est logique des employeurs qui dit attendez, ne demandez pas à n'importe quelle entreprise de faire un bilan carbone de n'importe quel projet qu'elle soumet au CSE, quoi. Il y a forcément un arbitrage qui est fait entre les deux contraintes, quoi. Le fait, l'économie de l'entreprise et puis les objectifs environnementaux. Donc, je dirais que c'est assez classique, quoi, le curseur. Pour l'instant, c'est assez modéré, les obligations environnementales, mais c'est normal qu'il y ait un peu des conflits entre les objectifs économiques et environnementaux, quoi. Mais on est plutôt face à une augmentation qu'à une diminution. Est-ce que Timothée, ça répondait à la question? Est-ce que du coup, j'ai bien retranscrit votre question? Oui, totalement. Ok, merci. Effectivement, Okay. le temps file. Donc, Aymeric, je vous remercie sincèrement pour ce partage. Évidemment, je vous laisserai nous envoyer la présentation et on vous la redonnera. Ouais. Il y aura aussi le contact, je mettrai Aymeric en copie du mail, comme ça vous aurez aussi, s'il y a d'autres besoins, des questions qui vont pour approfondir ou besoin d'échanger, ça sera tout à fait possible, ce sera facile pour vous. Merci à vous de vous être joints avec nous, d'avoir participé, de nous avoir écoutés. On espère que la thématique vous a plu. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Avec plaisir. Merci à tous.